Influence of training-induced testosterone and cortisol changes on skeletal muscle and performance in elite junior athletes. On se trouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur... en gros, ils ont pris des athlètes. Voilà, je dois quand même le souligner. J'ai été extrêmement fatigué quand j'ai lu cette étude-là. Je m'en souviens mal. J'ai fait plein, en revanche, de petits surlignages parce que je savais qu'il faudrait que quand même j'en fasse la revue informelle. Mais je m'en souviens mal, donc je vais relire 2-3 trucs. Du coup, c'était sur 28 athlètes juniors de sprint qui avaient à peu près 16-17 ans. Voilà. Et 13 non-athlétiques du coup, qui étaient gender matched, control, dans cette étude-là. Donc ils ont mesuré la force musculaire, force musculaire isométrique, l'épaisseur musculaire, muscle thickness, et ils ont un peu tout foutu sous adaptation musculaire. Et ils ont mesuré surtout les taux de testostérone et de cortisol. Et on va passer maintenant... Ils l'ont fait pendant 7 mois, hein, d'accord, donc pendant les périodes de préparation générale, de préparation spécifique, de pré-compétition et de compétition. Et voici ce qu'ils ont remarqué. Alors, ils ont remarqué de façon globale que en fait, déjà il faut qu'un truc sache que... Enfin, un truc qu'il faut savoir plutôt, c'est qu'on a tendance à considérer le rapport entre testostérone et cortisol comme étant le rapport anabolique de base. C'est-à-dire, si ta testostérone augmente, ton cortisol reste le même, tu vas avoir plus de muscles. Si ta testostérone... si ta testostérone reste la même et que ton cortisol baisse, tu vas aussi avoir plus de muscles. Et... enfin voilà, c'est un peu comme ça que c'est pris. Et en fait, dans cette étude-là, c'était un peu différent. Dans le sens où ils ont trouvé que ni la cortisol ni le testostérone avaient modéré vraiment la réponse, enfin, la réponse entre les adaptations musculaires et la performance, d'accord. En revanche, le taux de cortisol semble plus expliquer la variation de masse musculaire et la performance, d'accord, que la testostérone. La testostérone ne semble pas trop expliquer ça, le cortisol si. Peut-être que c'est une espèce de façon en fait que ça peut être considéré comme une façon de mesurer le taux de surentraînement, parce qu'en fait il n'y a pas eu trop d'adaptation musculaire, ils n'ont pas trop gagné en muscle, etc., alors qu'ils auraient dû, et potentiellement, comme on a vu une augmentation du cortisol, peut-être qu'ils ont été surentraînés. Voilà. On voit quand même que du coup, oui, voilà, le cortisol explique 60% de la variance des adaptations musculaires et 74% de la variance dans les performances. Donc, voilà. Ah oui, et ils disent aussi que la testostérone a augmenté suivant le training load, mais que ça n'a pas vraiment créé d'adaptation. Donc en fait, peut-être que la testostérone, la mesure de la testostérone, c'est plutôt un indicateur du load, du training load, enfin de la charge d'entraînement, et pas vraiment des adaptations musculaires. Ce qui est surprenant, mais pourquoi pas. Oui, et du coup, ils finissent par dire ce que je disais, c'est-à-dire que en fait, le cortisol, on peut peut-être s'en servir pour les variations de masse musculaire, alors que la testostérone, on semble avoir plus de mal à s'en servir pour ça. Voilà, et je pense que
c'est à intégrer dans un modèle, en fait, un multimodèle, on va dire, où on prendrait plein de variables et on essaierait de créer quelque chose pour comprendre un peu comment fonctionne le surentraînement, comme je l'avais dit dans une revue précédente. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.